aujourd'hui, voilà. D'accord, Je... sur le côté agricole, je suis bien d'accord. voilà. Je vous remercie pour votre réponse. Et toujours sur cette motion relative à l'autoroute, c'est pareil, la Chambre d'agriculture demande que les surfaces affectées aux compensations écologiques ne s'ajoutent pas aux surfaces agricoles consommées par l'ouvrage. Cette motion, du coup, a-t-elle été suivie de réponses concrètes avant la signature des protocoles d'accord signés le 18 mars 2022 entre les chambres d'agriculture 31 et 81 et NGE? Pouvez-vous nous communiquer les réponses données les réponses données à vos questions, parce qu'elles sont nombreuses et pertinentes dans votre motion. Est-ce que vous avez eu des réponses données factuellement par NGE, voilà, pour signer ce protocole d'accord? Il n'y a pas de micro. J'avais fermé mon micro. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux sujets, ceux de la compensation environnementale et le protocole d'accord d'éviction ou de compensation d'éviction temporaire. Voilà, je pense que ce protocole d'accord, on a signé conjointement avec Atosca et les services de l'État. Non, Atosca simplement. Voilà. Les deux chambres d'agriculture à Tosca, pardon. NGE. C'est ça. Les deux chambres d'agriculture à Tosca. Euh, quelque part une base de calcul qui sert aux propriétaires ou aux exploitants de négocier avec Atosca et inversement d'ailleurs, puisque la base de calcul, a servi aussi à Atosca pour aller voir les personnes indemnisées. Donc voilà, c'était pas un marchandage de tapis entre les deux parties. Si vous me donnez, si vous me satisfaisez à mes questions sur la compensation environnementale, je signerai le protocole d'accord. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Non, c'est pour savoir s'il y avait... Mais je pense, Madame la députée, que vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne travaille pas de cette façon-là. Tout à Sur fait. le côté compensation environnementale, j'ai dit tout à l'heure que nous avions des commissions autour du sujet autoroutier tous les 2, 3 mois avec les différents partenaires. Il est arrivé, quand Atosca nous a présenté ce qu'il voulait faire, d'intervenir sur le fait qu'il nous semblait, voilà, que leur compensation environnementale était soit exagérée, soit mal placée, soit d'autres. Voilà. Et je pense, alors il faut que je recherche exactement, mais je pense qu'ils ont répondu à une certaine partie de nos demandes. Alors, ils ont répondu à toutes, ce serait vous mentir. Et j'ai juré de vous dire que la vérité, ce serait vous mentir de dire que c'est vrai. Ça, non. Mais je pense qu'ils ont répondu à une partie de nos demandes, alors en fonction de leurs moyens ou de leur capacité à faire. Voilà, je n'ai pas jugé ces choses-là. Très bien, c'est juste Je, savoir, je voilà. pense, je pense savoir que, en fonction des compensations qu'il y a à avoir, il y a certainement un rapport entre X hectares qui sont consommés, zone humide ou pas d'ailleurs, peu importe, et qu'il faut compenser de façon une fois et demie plus, ou je ne me rappelle pas le chiffre, je me tourne vers mes collègues. Voilà. Et ces choses-là ont certainement été respectées par Tosca. Alors après, dans l'emplacement, on a certainement réussi à obtenir des changements, mais peut-être pas ce qu'on voulait, certainement. Très bien. Alors, une dernière, si je peux me permettre, Monsieur le Président. Euh, je sais que il y a des agriculteurs qui revendraient de l'eau à Tosca. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce légal ou en avez-vous eu vent? Je suis pas au courant du sujet. J'ai juste répondu à la question de Mme Marie tout à l'heure sur le côté ASA, où je vérifierai. Alors, c'est possible, mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je ne le sais pas. Et je ne sais pas si les agriculteurs vendent de l'eau à Tosca ou pas. Plutôt vendre de l'eau. C'est à Tosca qui leur rachète. C'est plutôt Oui, dans mais ce enfin, vous sens-là. m'avez, dans la question que vous m'avez Oui, posée, vous m'avez dit voilà. les agriculteurs vendent Oui, de l'eau. oui. Mais c'est pas pour mettre les agriculteurs en porte-à-faux. Mais je comprends. Voilà. Non, non, je vais être clair parce que voilà, c'est pas clair entre tout le monde. C'est plutôt dans l'autre sens, en fait. Tout à fait. Voilà, je vous remercie. Et comme j'ai, Monsieur le Président, je me permets, j'ai ma collègue députée avec moi, son nom n'apparaît pas, qui voudrait prendre la parole. Donc, si vous vous C'est ça. autorisez. Madame Ferrer, donc, qui va s'exprimer. Oui, Oui. merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, hein, messieurs des chambres d'agriculture, merci pour votre intervention. Alors, je voulais revenir, Monsieur Huc, vous avez parlé de désenclavement. Donc, vous avez dit que c'était un critère pour vous, ce désenclavement, mais nous avons auditionné il y a quelques jours, donc Monsieur Ramos, géographe, hein, chercheur à l'Université Toulouse 2, et qui nous a expliqué que la notion de désenclavement n'est pas un concept scientifique, opératoire, qu'elle est trop relative et subjective.
Et d'ailleurs, monsieur, ça a été confirmé par monsieur Milanesi, qui est économiste aussi à l'université Paul Sabatier et chercheur, et qui nous a expliqué que l'agglomération donc de Castres-Mazamet n'est ni enclavée, ni une zone défavorisée. C'est un territoire plutôt attractif qui ne perd pas d'habitants. Donc, et il risque même pas ailleurs, donc ça nous a aussi été dit, hein, par le biais de l'autoroute, d'y avoir en fait une attractivité plus facilement sur les commerces, par exemple, de Toulouse, pour les habitants de Castres qui auraient plus de facilité à aller en fait consommer à Toulouse. Alors, justement, j'aurais une question. Avez-vous eu l'enclavement de l'axe sud-Tarn comme étant quelque chose de négatif, comme vous l'avez avancé? Après, ma deuxième question est sur les champs coupés en deux, parce que c'est vrai qu'il y en a sur le tracé de l'autoroute. Combien d'exploitations sont en fait concernées, sont coupées en deux, avec bien sûr tous les inconvénients de ces agriculteurs qui vont devoir faire des kilomètres pour traverser l'autoroute. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci. Oui, sur la première question, alors, voilà. Je ne connais pas le terme littéraire du mot désenclavement. Bon, vous me l'apprenez. C'est un terme que j'ai employé sans avoir saisi la portée de mes propos sur le mot désenclavement. Voilà, connaissant, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le territoire assez bien, et certains ici doivent pouvoir en témoigner autour de la table. Voilà, j'estime qu'aujourd'hui, il était nécessaire d'aménager une liaison digne de ce nom entre le bassin mazamétain et la ville et la capitale régionale qui est Toulouse. Alors le mot enclavement est toujours très subjectif, certainement que certains arrière-pays du département du Tarn, quand on est au Rialet ou à... Mais c'est des mots, des noms qui vous diront peut-être pas grand-chose, qui diront peut-être quelque chose à mes députés, mais peut-être pas à vous. Le Rialet, de Vabre ou la Case, certainement que c'est certainement beaucoup plus enclavé que le bassin Castres-Mazamet. Je pense que on devait en premier accompagner l'accès à ce bassin-là, qui reste un passage, voilà, un passage bis entre Toulouse et la Méditerranée et les monts de la Cône. Voilà, donc peut-être que le mot désenclavement que j'ai employé n'était pas le bon. Voilà. Non, non, mais vous Un accès excusez plus pas. facile au bassin mazamétain aurait peut-être été mieux. Voilà, après, Vous excusez pas, la question du désenclavement a été tranchée dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. Elle a été utilisée comme étant un motif oui, mais tu de sais, la Jean, que déclaration d'utilité je publique. ne Donc, connais pas. ne vous excusez pas, Monsieur le Président. Voilà, Non, ce que je veux sur dire, le c'est côté. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au-delà de la prise de position par des opinions, ce qui est important, c'est de se reposer sur des faits scientifiques, hein, Oui, et notamment, ben, par exemple, sur les cartes. Les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux d'Albi et Toulouse. Donc, d'accord. vous voyez que la notion d'enclavement ou de désenclavement, Après, ça peut être très subjectif, quoi. Voilà. j'ose pas imaginer si c'est au même niveau aujourd'hui ce que ça pourra être quand l'accès sera encore en plus facilité. Bon, mais voilà, je ne vais pas épiloguer sur ces choses-là. Moi, je vous ai pris juste un exemple tout à l'heure du travail que l'on fait avec une plateforme de distribution de produits locaux auprès des magasins de la restauration collective que nous avons en commun avec la Chambre d'agriculture Haute-Garonne et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'entendais souvent les gestionnaires de cette entreprise-là me dire, ben oui, mais pour aller chercher ou livrer des produits à casse, c'est compliqué. Et la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est celle de relier, d'abord d'aller à Albi et d'Albi aller à Castres. Voilà, donc par l'aménagement qui a été fait par le conseil départemental, par le département du Tarn entre Albi et Castres. Donc voilà, je pensais que cela pouvait être voilà, un élément factuel dans ma prise de position. Oui, je n'ai pas, après, je n'ai pas, moi personnellement, analysé par rapport à la zone de chalandise l'effet qu'aurait
la création d'une autoroute entre Toulouse et Castres pour savoir si les gens de Castres allaient faire leur marché à Toulouse plus facilement que le contraire. Et je n'ai même pas analysé, moi qui suis un amateur de rugby, s'il serait plus facile entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain de se rencontrer demain qu'aujourd'hui. Voilà. Ah, ça, c'est Ben oui, vous savez, nous qui sommes très attachés à nos territoires et à certaines de nos valeurs, c'est des choses que l'on regarde. Sur les champs coupés en deux, je vous ai dit tout à l'heure, le territoire que l'on a, qui est traversé par l'autoroute, est un territoire qui globalement était globalement remembré déjà. Alors, il est certain que malgré tous les efforts que l'on a pu faire, je suppose que pour des raisons économiques, des raisons que je ne connais pas, puisque voilà, je me rappelle avoir, que je ne connaissais pas, que je me rappelle avoir eu certaines réponses du concessionnaire ou sur les courbes que l'on doit prendre quand on fait une autoroute. Il y a certaines contraintes de création qui ont fait qu'il y a certainement des champs qui sont encore aujourd'hui coupés en deux. Voilà, connaissant la zone, je sais, et c'est aussi l'intérêt que j'avais porté au stockage de foncier et à l'aménagement foncier qu'il peut y avoir en parallèle, de faire en sorte que des champs coupés en deux, connaissant la géographie des territoires, puissent se reconstituer pour que l'exploitant demain n'ait pas de, comment dire, n'ait pas de contraintes supplémentaires, sachant que et les événements qui viennent de se passer dans les quelques derniers mois le montrent. Voilà, les charges de production que l'on vit en Occitanie n'ont pas besoin d'être augmentées. Donc, il était nécessaire que les agriculteurs puissent avoir demain un outil de travail qui corresponde voilà, à l'activité agricole d'aujourd'hui et à la nécessité de pouvoir répondre à certains marchés. Voilà, je ne veux pas nier qu'il y a certainement quelques parcelles, mais j'espère qu'on arrivera à régler ça, soit avec le stockage à faire, soit avec de la compensation en surface par ailleurs. J'espère que un minimum d'agriculteurs sera concerné par cet inconvénient-là de travail de tous les jours, puisque voilà, c'est un travail quotidien des agriculteurs qui fait qu'une contrainte que l'on rajoute à l'exploitation agricole aujourd'hui, quand on est un concessionnaire ou un gestionnaire d'autoroute, peut paraître, voilà, une fois qu'on est passé, c'est fini. Non, l'agriculteur restera sur le territoire et vivra cette contrainte-là tous les jours. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais après, on essaye de faire en sorte que les choses soient le moins important possible. Voilà, je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas, mais je ne perds pas espoir dans les 2 ou 3 ans qui viennent, même après la fin de réalisation des travaux, d'avoir encore quelques discussions avec le concessionnaire et les opérateurs, en particulier des personnes du Tarn, sur ce sujet-là pour faire en sorte que certaines contraintes qu'on n'a pas vu venir et qui arriveront, voilà, on puisse y répondre même a posteriori après la réalisation des travaux. Merci, Président. Oui, c'est Ça intéressant ce remet en que vous question dites. la notion de compensation Ouais, aussi, puisque allez-y. la compensation, c'est créer normalement des aspects Ouais. positifs pour compenser des effets négatifs, mais bon, là, on voit que ça ne fonctionne pas forcément très bien, quoi. Après, il y a deux compensations. Il y a la compensation individuelle, quand je vous parle de compensation avec la SAFER ou les indemnités qui sont versées pour la perte de production ou les éléments qui peuvent contraindre une production. Et puis la compensation environnementale collective qui est, elle, juste une réponse à la perte de production globale du territoire par rapport aux hectares impactés et les hectares qui sont consommés. Donc il y a deux choses qui sont Mais pour moi c'est différentes. deux choses différentes, si tu me permets, Jean-Claude, c'était ce que disait tout à l'heure Monsieur Sébastien Louis. Quand il y a un champ qui est partagé en deux, déjà le concessionnaire a l'obligation de rétablir l'accès, évidemment, à ces champs d'une part, mais aussi également, et dans le cadre du protocole que vous avez bien négocié avec Atosca, il est prévu une majoration de l'indemnisation. Vous parliez, je crois, Monsieur Albuy, de 35% lorsqu'il y avait une dépréciation de l'exploitation, quand on voyait ce type de phénomène arriver, et aussi également des indemnités au titre des allongements de parcours. J'imagine que c'est aussi des choses qui sont envisagées dans le cadre du protocole d'indemnisation. Oui, oui, c'est des choses qui sont prévues. Voilà. Après, il est certain qu'une compensation, alors augmenter financièrement, mais je pense que Sébastien dirait la même chose que moi, et certes un état des lieux qui arrive un jour,
mais il faut aussi savoir apprécier la perte ou la difficulté de production quand tous les matins ou tous les jours, un agriculteur qui doit se rendre dans la parcelle vit un événement qui, voilà, il peut certes avoir été compensé financièrement à un certain moment, mais voilà. Je pense qu'il faut travailler sur les deux sujets. Et pour compléter, je Mais pense on a aussi que, travaillé sur l'aménagement foncier avec le département. voilà. Et sur l'ensemble d'aménagement foncier, il y a les champs coupés, il y a les propriétés coupées également, et le rôle de réaménagement foncier, CH échange parcellaire, CH remembrement, parce qu'il peut y avoir plusieurs outils, devra se poursuivre pour moi dans le temps pour Bien sûr. essayer de regrouper au maximum. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, que ce soit profession agricole au sens large, mais voilà, peut-être également plus que profession agricole au sens large, on doit rester vigilant parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire derrière et qui devront continuer à se faire pour que les exploitations, parce qu'effectivement, il y a un échange financier qui est prévu à date, mais après, les exploitations, elles se retrouveront impactées Bien sûr. pendant des décennies par une sorte de barrière naturelle, même s'il y a des points de passage qui sont prévus. Mais voilà. Et donc, là, il y a un travail dans le temps à continuer, à effectuer, mais qui est aussi prévu dans ces missions de certains organismes. Mais voilà, ce travail dans le temps, il est à continuer. Mais si je peux Vous vous me faites, rassurer, vous me faites la transition parfaite juste si je parce peux que vous rassurer, attends, Jean, si je peux vous rassurer, Madame la députée, nous ne lâcherons pas les Basques aux concessionnaires sur ce sujet-là, quoi. et c'est Pardon. justement ce que je voulais dire, que la transition